La diapositive suivante, comme celle-ci, j'ai tenté ici. Nous savons quand même qu'au cours de ces dernières années, il y a des efforts considérables qui ont été déployés pour améliorer l'évaluation spatiale des stocks de carbone et de sa biomasse, tout en intégrant donc des observations terrestres et spatiales. Particulièrement dans nos régions qui sont un peu plus tropicales, où les incertitudes sur les données sont plus élevées, la biomasse aérienne joue un rôle très important, surtout dans le cycle du carbone et dans le processus climatique. Mon nom est Dankoma Ogma Marcelin, je suis analyste géomaticien, fondateur de la société Geomadev. Je suis également géodéveloppeur et formateur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un géodéveloppeur, c'est en quelque sorte la formation de RFS sur le web mapping. Je me spécialise beaucoup plus sur la cartographie sur le web et beaucoup, pas trop sur du no-code, mais j'utilise carrément du code. Donc, je m'intéresse à comment créer le logiciel et non comment en fait l'appliquer pour résoudre un problème particulier. Dans cette présentation, je l'ai titré les émissions du carbone en RDC, l'œil du géomaticien. En tant qu'analyste, j'ai tenté de faire certains liens pour comprendre quelques phénomènes et vous faire voir à quel point notre continent est riche, à quel point le Congo a un impact sur l'équilibre ou bien sur la modélisation de l'équilibre climatique mondial. Le PPP, comme vous le voyez, certains vont me poser la question à savoir c'est quoi un PPP. Le PPP, c'est le principe pollueur-payeur. Qui pollue et qui paye. Le PPP, en fait, c'est une initiative qui a été créée par l'Organisation de la coopération et du développement économique, l'OCDE, depuis 1972. Je vais vous partager plus tard, peut-être à la fin de la réunion, si je me rappelle, un document où vous pourrez lire un peu plus en détail sur cette conférence. Alors, qu'est-ce que le principe dit? Selon le principe pollueur-payeur, les pollueurs doivent supporter les coûts engendrés par la pollution résultant de leurs propres activités, y compris le coût des mesures prises pour prévenir, combattre, éliminer cette pollution et les coûts liés à leur réparation. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont derrière et dont nous ne maîtrisons pas. Il y a quelque chose qui a été créé qui s'appelle la taxe pigouvienne. Peut-être certains ici ignorent ce que c'est que la taxe. C'est une taxe qui est payée par le pollueur par unité de pollution produite, qui peut être équivalent au coût du dommage environnemental provoqué. Alors, moi, j'essaye de pousser un peu plus mes analyses sur cet aspect pollueur-payeur. Lorsqu'il paye cette taxe pigouvienne, l'argent va où? Qui reçoit l'argent? Pourquoi la personne reçoit cette somme? C'est qui, en principe, le payeur du pollueur? Puisque le pollueur doit payer son argent, doit enlever l'argent payé parce qu'il a pollué l'environnement. C'est qui ce payeur? Si vous vous mettez à vous poser toutes ces questions, vous n'allez pas facilement trouver la réponse. Mais c'est un peu compliqué. Puisque le ciel est là, l'environnement est là, l'air n'a pas de frontières. Alors, la personne va payer à qui et pour qui l'argent? Pourquoi la personne va payer l'argent? Qui va polir et qui va subir? Parce qu'il y a d'autres pays, quand vous allez voir la suite de mes présentations, qui ne polluent presque pas. Et d'autres sont de gros pollueurs et eux, ils payent. Alors, c'est ce que nous allons tenter de décortiquer ici. Peut-être que vous allez m'éclaircir ou peut-être à travers ma présentation, nous aurons le temps de faire des échanges. Alors, je vais m'intéresser à la RDC, qui est le poumon de... Si vous ignorez, beaucoup ignorent que la RDC est là-bas et qu'il y a beaucoup de pays qui partagent en fait et leurs frontières avec la RDC. Et pourquoi la RDC est le poumon de la planète? C'est ce que nous allons voir à travers la diapositive suivante. Alors, beaucoup d'observateurs, en fait, aujourd'hui, c'est comme le pays pilote. Je parle du pays pilote, pourquoi? Vous allez voir ça un peu devant, puisque la Banque mondiale, quand vous le remarquez, le point 2, a choisi, en fait, la RDC comme premier pays pour lutter contre la déforestation.
c'est-à-dire les RED+, qui sont les émissions de la déforestation et de la dégradation. Alors, pourquoi ce choix? Pourquoi il faut choisir la RDC comme pays pilote? C'est-à-dire pays où ils vont essayer de jouer un peu le rôle de compensateur. C'est parce qu'ils déplorent d'abord, avant tout, une fuite de l'institution financière internationale. Si vous tentez de voir c'est quoi une institution financière internationale, vous allez essayer de rentrer un peu plus dans des choses plus avancées. Quand je le dis, je parle en tant qu'analyste. Je ne parle pas en tant que chef d'une entreprise présentement, parce que ce sont des analyses que j'ai eu à pousser. J'ai manipulé beaucoup de données, des données qui sont souvent classées top secret et que j'ai reçues par le biais des gens pour essayer de les analyser. Alors, d'abord, ce que vous devez savoir et que peut-être certains ignorent ici, c'est que le Congo produit 30 milliards de tonnes métriques de carbone par an. Vous pouvez essayer d'imaginer, ceci équivaut à 3 années de pollution. La Banque mondiale aujourd'hui est tentée d'essayer de jouer ce rôle d'équilibre. Mais le fait de choisir la RDC c'est en fait un choix qui est beaucoup plus stratégique parce que nous savons qu'en Afrique, notre système de gouvernance est un peu, je dirais, entre guillemets, pour ne pas aussi rentrer dans les détails et que nous sommes entre nous, est un peu anormal, puisque j'ai lu sur des plateformes que la Banque mondiale serait susceptible de financer des exploitants forestiers dont les engagements à respecter la forêt pourraient en réalité, et porteraient plutôt en réalité sur des zones marécageuses pauvres en bois de leur concession. Si on tente de décortiquer ça, c'est-à-dire qu'on veut exploiter en fait le cœur de l'Afrique, le cœur du Congo, certains endroits qui sont peut-être non exploitables à des fins de compensation. Les chercheurs, puisque je fais aussi quand même de la recherche, moi-même, je peux dire que je pourrais en faire partie si j'ai l'occasion de dénoncer en fait cette attitude. Parce que nous pouvons estimer qu'il y aurait mieux valu un mécanisme qui vérifie la cohérence des politiques forestières des États. Puisqu'actuellement, cette politique est totalement absente en RDC. Puisque si vous essayez de faire un peu aussi de fouiller, vous allez remarquer que le gouvernement de Kinshasa a rétabli plus de 6500 km² de formation des concessions illégales. Je ne vais pas aussi rentrer dans les détails. Je vous laisse beaucoup plus aller faire des recherches. Maintenant, le bassin du Congo, moi je dirais le bassin du Congo aujourd'hui abrite également un plus grand nombre de complexes, un plus grand nombre complexe de tourbières tropicales de la planète. Parce qu'il y a aujourd'hui presque 30 milliards de tonnes métriques de carbone. C'est ce que je viens de dire juste en haut, soit 3 années d'émissions mondiales. J'ai dit 3 années. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi la RDC stratégiquement peut jouer beaucoup son rôle. Mais quel est le niveau de vie de la population congolaise? Il faut se poser cette question. La carte suivante que je vais vous présenter, nous allons essayer de la décortiquer ensemble. Alors, lors d'un sommet tout récemment, le président de la RDC a exhorté, quand je parle du sommet, je peux aller plus clairement, le sommet des leaders sur le climat qui a été organisé par le président américain. Il a annoncé que la protection des forêts du bassin du Congo nécessitera un prix. En fait, je parle de celui qui a annoncé, Félix Tshisekedi. Il avait annoncé qu'il souhaiterait augmenter de $100 par tonne pour les compensations, au lieu du prix actuel qui est de $5. Mais vous aurez peut-être, si vous avez bien suivi de près cette conférence qui s'était organisée, qu'il y avait même des présidents qui disaient qu'ils ignoraient l'existence d'un bassin au Congo, alors que aujourd'hui c'est le plus grand compensateur. Donc autrement dit, c'est le vrai payeur dont on nous dit que quelqu'un pollue et la personne paye. Mais qui est le vrai payeur? Est-ce qu'on paye en argent la nature? On ne paye pas la nature en argent, mais on paye autrement. Qui est ce payeur?
Tentons donc de comprendre. Alors, pourquoi c'est 5 dollars la tonne? Est-ce que tous les pays payent 5 dollars la tonne? Est-ce que les gros pollueurs payent 5 dollars la tonne? C'est ce que nous allons aussi essayer de comprendre. Si vous comprenez ça, je parle en tant qu'analyste. Si votre analyse vous permet de comprendre ça, partagez-le avec moi. Voici une carte que j'ai réalisée assez rapidement. Ceci, ce n'est pas une carte que vous allez apprendre avec RFS, mais c'est une carte où je vous présente l'information et non, et l'information et la forme. Remarquez en quelque sorte la position du Congo. Le géocarbone, ça c'est une carte du géocarbone global de nos forêts. Regardez en quelque sorte la position du Congo et regardez les autres pays. Regardez le nombre en termes d'hectares et regardez le Brésil. Donc, dans le monde entier, pas le Brésil, je parle beaucoup plus de, oui, ça c'est le Brésil. Regardez bien ces deux pays. Est-ce que ce ne sont pas eux qui sont les vrais payeurs? Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Vous pouvez rédiger, nous aurons le temps de décortiquer un peu plus. Ça, ce sont des données vraies, des données réelles que j'ai prises pour essayer de faire cette représentation. Malheureusement, je ne pourrai pas vous partager certaines données, d'autres pourront peut-être partager parce qu'on m'a demandé de ne pas aussi partager certaines données. Donc, vu que ce ne sont pas des données open source, je pourrais vous donner d'autres, mais pas peut-être certaines données où je pourrais dériver ces données avant de vous les envoyer. Si vous avez donné votre commentaire par rapport à ce que vous voyez ici. Et regardez bien aussi l'analyse d'Afrique tout autour et regardez pourquoi le Congo peut être choisi pour mettre en place le projet pilote. Cette diapo est tentée d'agrandir un peu plus et de zoomer sur la position stratégique du Congo par rapport à l'Afrique. Comment est-ce que j'ai réussi à faire cette représentation? Quels sont les outils que j'ai utilisés? Qu'est-ce qui m'a poussé à le réaliser? Alors, je vous présente ici un logiciel qui s'appelle Impact. C'est un logiciel souvent utilisé par des étudiants qui ont approfondi leurs connaissances en télédétection. L'objectif ici, c'est en fait de trouver un rapport sur les émissions du carbone. Le logiciel, il est open source et je pense bien que vous pouvez le télécharger si vous le désirez. Il s'appelle Impact Toolbox. Si vous voyez mon écran, il s'appelle Impact Toolbox et il vous permet de faire quand même pas mal de choses comme QGIS. Mais ici, il est focalisé. Je trouve ça quand même, ça c'est mon point de vue, beaucoup plus focalisé sur les rapports d'émissions forestières. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure en fait, de travailler sur un serveur, mais qui est local, ce logiciel m'a permis quand même de comprendre en un temps record beaucoup de choses que nous ignorons, nous en tant qu'Africains. J'ai été quand même plus loin avec les données et en tant que développeur SIG, d'essayer un peu de faire cette cartographie, de réaliser sur le web ces informations. Vous voyez en quelque sorte ici les projets pilotes qui ont été mis en place pour la réduction des émissions. Alors, je viens de dire que si le pollueur paye argent comptant, l'argent va où? Qui paye vraiment à la nature? Parce qu'on ne paye pas l'argent à la nature. On pollue la nature, on doit payer aussi en nature. On ne va pas polluer et payer du cash. Pourquoi on paye du cash? C'est parce qu'on paye du cash pour que ça retourne aux endroits où il y a la possibilité de rendre meilleur. Oui. Comment s'appelle le logiciel? Le logiciel précédent. Oui. Impact. Je pourrais vous partager le lien si vous souhaitez le télécharger. Oui, oui, oui. Partagez-le. Ok, il n'y a pas de problème. Là, après ma présentation, d'accord? S'il vous plaît, mon cher. Oui. Je demanderai aux participants s'il y a des préoccupations, il est préférable de les laisser sur l'espace discussion pour ne pas interrompre l'intervenant parce qu'il y a des fois, lorsque vous intervenez, vous l'interrompez comme ça, il peut perdre un mot ou bien une notion dont il voulait vous parler, s'il vous plaît. D'accord, vous pouvez continuer, cher ami Marcel. Ok, merci beaucoup.
Donc, alors, c'est ce que j'étais en train de dire. Ici, voilà en quelque sorte la cartographie des projets pilotes qui sont en cours actuellement, plus précisément en République démocratique du Congo. Ça a été financé par la Banque mondiale, mais avec quel argent? Avec l'argent de qui? Donc, j'ai tenté de comprendre un peu des choses. La carte, elle est dynamique. Je ne sais pas si je l'ai rendue publique ou actuellement elle n'est pas publique. Je pourrais vous partager le lien pour que vous tentez de voir en réalité qu'est-ce qui se passe derrière, puisqu'elle est interactive, qui est derrière le projet, qui pilote le projet se trouve où. Ici, j'ai représenté en quelque sorte en termes, c'est-à-dire la superficie SIG en termes d'hectares. Vous allez voir que quasiment les parties où il y a la forêt, ce sont des parties où c'est vraiment implémenté, les parties où la forêt est vraiment dense. Et de l'autre côté, où la forêt n'est pas trop dense, ce sont des parties qui sont en quelque sorte, bon, délaissées. C'est logique, parce qu'on veut vraiment exploiter au maximum pour tenter de trouver l'équilibre mondial. Vous aurez à faire ça avec RFS Consulting dans la partie du web mapping. Ça, c'est sûr, peut-être pas avec les mêmes données, mais vous serez capable de réaliser ces genres de cartes. Je ne sais pas si c'est possible de vous présenter directement la carte. Je crois que oui. Ça, c'est la carte. Oui, c'est la carte. Alors, on va tenter de fouiller un peu. Lorsqu'on vient ici, on peut voir en fait l'identité du projet. L'identité n'a pas été donnée au hasard. L'identité, c'est suivant la création du projet, le pays en question, alors le continent, etc. Et vous allez voir que la majorité de ces projets, j'ai enlevé quelques éléments là-dedans, je n'ai pas tout représenté. Vous allez remarquer que la majorité, non, je n'ai pas choisi le bon truc. Et je crois que je vais désactiver une couche. Ou alors, je ferai en fait le travail parce que là, c'est le Congo, alors qu'il y a de bonnes informations qui se trouvent juste derrière les boutons que vous voyez, c'est-à-dire derrière la représentation de ceci. Alors, je vais mettre ça à jour et rendre publique la carte. Je la mettrai à disposition de RFS. Vous pouvez l'incorporer dans vos projets en copiant juste ceci, en mettant sur votre site web sans aucun problème. Alors, continuons donc notre présentation. Alors, pour pousser un peu plus ma curiosité, j'ai tenté maintenant de faire la cartographie à l'échelle mondiale et de comprendre en fait pourquoi ce pays, le Congo, a été réellement choisi. Regardez les émissions, puisque quand on parle de la production du carbone, c'est en quelque sorte une richesse que nous disposons, mais c'est pour faire une compensation, comme je l'ai montré précédemment. Alors, regardons le côté émissions. Les émissions du carbone, par exemple, de la RDC, entre 1961 et 2007. Malheureusement, j'ai coupé la dernière partie parce que ça pourrait résulter beaucoup de révoltes lorsque les gens voient des données réelles et qui sont un peu plus, c'est-à-dire qui ne reflètent pas la tendance de ce que nous lisons dans les journaux. Alors, regardez jusqu'en 2007 ce que nous avons en fait comme... Ah, wow. Je crois que nous avons accès à la carte. Je ne savais pas qu'il y avait un lien derrière. OK, c'est parfait. Alors, regardons un peu les émissions du Congo entre 1961 et 2007. Vous allez remarquer que nous sommes toujours en bas de quasiment 2000 et de 3000 tonnes, sauf peut-être en 1990, ou pour des raisons que vous pouvez comprendre d'ordre politique, la pollution quand même a augmenté. Et intéressons-nous avec un fameux pays qui peut être considéré comme gros pollueur. Alors, on peut remarquer qu'on est au-delà de 6 millions d'émissions en kilotonnes. J'ai parlé de tonnes, malheureusement, en kilotonnes
par an. Qu'est-ce que cela vous inspire? Pourquoi un pays qui est capable, comme la RDC, qui produit beaucoup de géocarbone, pollue moins, c'est-à-dire que a moins d'émissions de CO2 et est toujours pauvre, excusez-moi le terme, par rapport aux gros pollueurs, alors qu'eux, ils enlèvent l'argent pour payer par unité de pollution. Continuons d'analyser. La diapositive suivante, comme celle-ci, j'ai tenté ici de résumer en quelque sorte la Chine, voilà, comme vous l'avez vu précédemment, et puis la légende, parce que je n'ai pas montré totalement la légende. Il y a en fait ici les différentes émissions. Il y a beaucoup de choses qui sont ici que vous allez apprendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous allez voir qu'il y a des points qui diffèrent. Il y a des points rouges, il y a des points qui sont un peu pas trop rouges, il y a des points qui tendent vers le jaune, etc. Vous aurez le temps peut-être de faire de la symbologie avec RFS pour mieux comprendre le système. Et ici, ça, c'est les métriques des émissions en termes de kilotonnes. Alors, sans tarder un peu plus dans les détails, nous devons savoir qu'aujourd'hui, le marché du carbone ou le système d'échange du quota, c'est un outil politique public qui vise à réduire les émissions de carbone. Je parle du carbone de gaz à effet de serre, principalement le CO2. C'est ça qui est responsable du réchauffement climatique. Alors, cette optique, comme je venais de le dire, c'est de faire payer par les émetteurs le coût de nuisance pour le climat que constituent leurs émissions, selon ce fameux principe que j'ai eu à dire au début. Donc, l'objectif réellement, c'était d'inciter aux pollueurs de réduire leurs émissions, peut-être en réduisant la consommation de l'énergie et autres. Mais ce que nous, en tant que dignes fils africains, nous voulons, c'est que nous sommes capables désormais d'analyser nos données, de comprendre en fait ce qui se passe derrière. Alors, est-ce que vous et moi, vous peut-être comme moi, avez l'intention de comprendre réellement ce que le payeur paye, à qui il le paye et ça va où, dans les caisses de qui, dans les mains de qui, alors que notre continent est riche, notre continent a beaucoup de choses et qu'il est en train de payer en fait ce que le pollueur a payé. Alors, si vous essayez de faire ces analyses, comme moi je le fais en me basant sur des données géospatiales, je vous prie, comme ma diapo suivante, de vous poser de bonnes questions. Alors, j'arrête ma présentation. Peut-être qu'elle a été un peu incompréhensible et j'attends quand même des questions si vous en avez. Ça me fera beaucoup plaisir. Ok, merci beaucoup, cher Marcelin. Nous tenons encore à rappeler, M. Marcelin est analyste géomaticien. Il est actuellement au Canada, au Québec, et c'est lui le responsable de Géomadev, qui est notre partenaire. Voilà. Je crois qu'il y avait quelques préoccupations déjà sur l'espace discussion. Et s'il y a d'autres, vous pouvez les écrire sur l'espace discussion, soit encore lever la main et on vous accordera la parole. Ok, il y a par exemple monsieur, bon, il n'a pas donné son nom, ok, je vais le répondre, peut-être qu'il va mieux comprendre, qui me parle du bassin du Congo ou de la RDC. Voilà, en quelque sorte, je parle du bassin du Congo. Oui, le bassin du Congo est composé de plusieurs pays, comme tu le dis, mais je me focalise beaucoup plus sur le pays qui a été choisi comme pays pilote, comme le cœur en réalité d'une expérimentation donnée. Je parle de ce pays. Si le bassin du Congo constitue plusieurs pays, pourquoi tous ces pays ne reçoivent pas le montant nécessaire? C'est vrai, il y a des pays comme le Gabon qui ont des fonds pour ça, qui sont payés chaque année pour ça, mais est-ce que c'est payé à la hauteur de ce que leur propre nature, leur richesse est en train de donner? C'est tout ce qu'il faut se poser comme question. Alors, je ne sais pas si j'aurais répondu à sa question, mais comme tu vas le remarquer sur la cartographie, j'ai cartographié, je parle de la cartographie web, je me suis intéressé, et pas que je me suis intéressé, mais c'est les données qui sont disponibles actuellement et ce qui se passe en RDC que j'ai fait la cartographie. Il y a M. Youssouf qui a levé la main. M. Youssouf, je crois Touré, permettez si je crois que j'ai bien prononcé les mots. Vous pouvez activer le micro et puis nous faire part de votre préoccupation. Ok. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez.
Oui, oui. Je souhaiterais savoir réellement, le logiciel est-il capable d'évaluer dans tous les secteurs ou bien ce sont des bassins spécifiquement qui sont représentés dans le bassin du Congo, les pays qui sont représentés dans le bassin du Congo, les grands bassins comme le bassin du Congo, de l'Amazonie ou bien de l'Asie du Sud, comme la Malaisie et consorts. Donc, je me pose la question si c'est possible d'évaluer n'importe quel type de forêt avec le logiciel. Oui, c'est possible. C'est possible d'évaluer avec n'importe quel secteur, ce n'est pas seulement le bassin. Et d'ailleurs, le logiciel, lorsqu'il a été développé, les tests n'étaient pas sur le bassin du Congo. Donc, vous pouvez le faire. J'ai des tutoriels que je pourrais peut-être mettre à la disposition de RFS qui ont été faits spécialement pour le bassin du Congo et sur la RDC. Et il y a aussi d'autres choses qui ont été faites sur d'autres pays. Donc, il est open source, vous pouvez l'utiliser, pas de problème. Ma seconde question est que est-il possible de faire des publications scientifiques avec les résultats donnés par le logiciel? Si oui, il y a eu des publications qui ont été déjà faites et aussi vous en connaissez. Oui, il y a eu des publications qui ont été faites. Je ne retiens pas exactement le nom des auteurs, mais il y a des publications qui ont été faites. Vous pouvez utiliser le logiciel vu qu'il est open source, même si c'est un logiciel propriétaire que vous utilisez. L'essentiel, c'est de le citer et d'avoir la licence nécessaire. Lui, il est open source, vous pouvez l'utiliser, mais tenez quand même, il est important de mentionner dans vos références que vous avez utilisé tel logiciel et tout et tout. Donc, ça donne un peu plus de la crédibilité à votre travail. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, c'est bon, merci beaucoup. Ok, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres interventions, on continue de se poser de bonnes questions. On pourra passer et je pourrais laisser la parole à RFS pour la suite de la présentation. Il y a M. Lamine Touré qui a écrit dans l'espace discussion. Il n'a pas bien compris la notion du payeur. Ce sont les pays du monde qui payent une somme à la hauteur de leur pollution ou ce sont les entreprises congolaises? Ah, ok. Je vais un peu essayer de réexpliquer un peu plus terre à terre ce que j'essayais d'exprimer. En fait, le principe pollueur-payeur dit que celui qui pollue doit payer le montant de sa pollution, entre guillemets. C'est-à-dire, je suis pollueur, j'ai une entreprise qui pollue, je dois payer sur ma pollution. C'est-à-dire, il y a une somme qui a été déterminée suivant une unité donnée où je paye. Donc, le fait de payer peut me pousser à réduire ma consommation d'énergie ou bien à réduire ma pollution en quelque sorte. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, les entreprises congolaises ne payent pas. Peut-être s'ils polluent et que la politique congolaise ou bien la politique du pays donné dit que si tu pollues, tu payes, tu auras à payer. Alors, quelle est notre part en tant que pays du tiers-monde? C'est parce que nous avons de bonnes ressources pour un remboursement environnemental. Je ne dis pas qu'on ne pollue pas, on pollue. Lorsqu'on regarde sur des cartes, nous polluons. Mais nous ne faisons pas partie des gros pollueurs. C'est tout ce qu'il faut retenir. Alors, si nous polluons, nous avons aussi des productions qui permettent en fait d'avoir un équilibre. C'est ce que j'essaie de dire. N'estimez pas que le carbone que nos forêts produisent sont comme du diamant où on peut mettre dans un véhicule et amener dans un autre pays pour vendre. C'est quelque chose qui va dans la nature. C'est une richesse qui est invisible, mais qui a un impact assez important. C'est de ça que nous parlons. Donc, les gens payent pour leur pollution qu'on ne peut pas tenir dans la main ou utiliser comme du matériel. Et il y a quelqu'un qui est en train de produire pour trouver en quelque sorte l'équilibre. Donc, essayer de voir ça de cette façon. Donc, on se demande, moi-même, je me pose cette question, à qui profite l'argent des pollueurs? Je me pose toujours cette question. Ok, merci encore pour cette opportunité par rapport au principe pollueur-payeur.
En fait, ma question est que nous, les pays forestiers, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, je souhaiterais savoir si vous avez réellement un marché carbone chez vous. Par exemple, je suis planteur de cacao. Vous savez que le cacao, c'est une culture de déforestation. Et nous avons un projet, les projets maintenant d'agroforesterie. C'est-à-dire, sur ma plantation de cacao, et je suis capable de maintenir, euh, sur un hectare, je suis capable de maintenir 10 à 20 arbres qui vont séquestrer le carbone, tout ça, CO2, tout ça. Donc, il y a le principe pollueur-payeur. Est-ce que dans votre étude, vous avez un outil pour pouvoir évaluer la quantité de carbone que M. Touré, par exemple, pourrait séquestrer et lui donner une compensation pour son travail qu'il est en train de faire avec l'agroforesterie qu'il met en place dans sa culture de cacao. Donc, la question est de savoir simplement comment faire pour évaluer pour des petits producteurs et si ça existe dans vos études dans le bassin du Congo là-bas, comment faire pour pouvoir implanter dans nos zones ici. En ce qui concerne maintenant la quantification du carbone, je ne sais pas si la présentation suivante portera sur la même présentation exactement sur la quantification, comment quantifier le carbone, mais je te dirais oui, c'est possible de quantifier. Moi-même, je suis en train de développer un truc sur la quantification de la forêt, parce qu'on parle ici des émissions. Et pour quantifier la forêt, ok, merci. Et pour quantifier la forêt, ça prend un certain nombre de paramètres. Moi, je ne vais pas de la manière beaucoup plus classique. Le logiciel Impact le fait. Tu peux te fier à leur documentation et quantifier de ton côté aussi ta zone d'étude. Mais il suffirait d'avoir quand même des images. Ça, je peux te l'assurer parce que c'est à partir de là tu pourras quantifier des images précédentes avant tes cultures, pendant tes cultures et peut-être juste après tes récoltes. Tu te bases sur ça pour quantifier. Tu verras combien tu as émis, combien de... Voilà, il y a beaucoup de paramètres que ça prendra. Mais oui, c'est possible de le faire parce que je l'ai fait avec des images satellitaires de plusieurs dates. Donc, pour avoir de bons résultats, je pourrais te conseiller d'utiliser des images drones. Pas drone de vidéo simple de photos, mais d'utiliser des images drones, peut-être avec de bons capteurs multispectrales pour faire ton travail. J'espère avoir répondu à ta question. Ok, d'accord. Il y a une question dans l'espace discussion concernant par rapport aux données, les différents chiffres énoncés dans votre présentation. On veut savoir est-ce que ce sont des chiffres de données actuelles ou bien si c'est des années antérieures, c'est depuis quand? J'espère que vous pouvez prendre connaissance de cette question. Un instant, je vais essayer très rapidement de répondre à cette question, mais en essayant de vous montrer quelque chose. Comme vous pouvez le remarquer, il y a des projets, par exemple, ce projet qui a été créé en 2015, qui est là, le nom du projet complet qui est ici. Il y a aussi, peut-être ça c'est un projet de 2015. Je peux voir ce projet qui est un projet de 2021. Donc, vous pouvez remarquer que ce ne sont pas des données qu'on a utilisées depuis, qui n'existent pas, mais c'est des données qui sont réelles. J'ai dérivé ces données avant de les présenter. Donc, je ne pense pas que ce serait possible de partager, à moins que j'ai l'autorisation, je pourrais vous partager parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans, il y a beaucoup d'estimations sur ce que ça pourrait donner en termes d'argent. Ouais. Ok, en tout cas, je pense que j'ai répondu à sa question un peu plus brièvement. Et il y a des données précédentes que j'ai dérivées pour couper jusqu'en 2007, parce que je ne voulais pas aller dans les détails de ce qui s'est passé vers la fin. Bon, en tout cas, c'était le contrat d'utilisation de ces données. Alors, pour les données, elles sont réelles. Par exemple, les données que j'ai utilisées sur le projet pilote, c'est des données qui sont réelles, qui sont actuelles, 2020, 2018, 2019, 2020, 2021 même. Donc, c'est des données réelles. Oui, je dirais aucun pays ne peut dire qu'il ne connaît pas la superficie exacte de son pays, ni la quantité exacte du carbone peut-être qu'elle produit.
sont au courant. Chaque pays, ils ont un système, ils savent. Ça suffit de savoir où chercher la bonne donnée. Vous aurez ça. Vous aurez toutes ces informations. Moi, c'est Diallo Moussa. Merci beaucoup pour la formation. Les deux formateurs qui ont bien intervenu dans les différents thèmes. Moi, ce n'est pas une question, c'est juste une demande si possible. Je vois le contenu du serveur, soit le lien d'inscription de la formation est en ligne avec les autres. L'écran est déjà partagé ici avec vous. Vous avez déjà partagé l'écran, je vois un peu le contenu. Et c'est possible que nous-mêmes, on peut s'inscrire sur le lien et avoir d'autres cours ou ça encore, soit donner d'autres types d'expériences dont nous avons dans les différents domaines maintenant, si possible. Merci. Donc, vous voulez faire partie des formateurs? Oui, si possible. Oui, c'est comme, j'espère mon écran est partagé. La page où je suis là-dessus, si vous pouvez remarquer, il y a un menu dans le site formateur. Et une fois que vous êtes sur le menu, vous voyez même le texte qui est là, devenez formateur. Donc, nos RFS donnent la possibilité aux autres. Vous avez une expertise sur quelque chose dans un domaine, vous maîtrisez tel ou tel outil, vous avez la possibilité de devenir formateur. Et vous pouvez remarquer là, vous avez inscrivez-vous. Une fois que vous cliquez, vous avez un formulaire à remplir. Donc, vous avez cette page et tous les détails sont là. Donc, là, vous remplissez ce qui est demandé. Mais avant ça, vous pouvez d'abord lire ce qu'un formateur va faire. Donc, vous voyez, par exemple, pourquoi devenir un formateur? C'est question de développer les compétences humaines, c'est développer le pays, partager vos connaissances, travailler d'où vous voulez parce que la formation est beaucoup plus en ligne et aussi en présentiel pour ceux qui sont à Kinshasa. Donc, vous restez là où vous êtes. Et puis, il y a les avantages qui sont là, les rôles de formateur. Ce qui est sûr est que vous avez 35% du montant payé par chaque participant. Si dans votre formation, il y a 10 participants et que la participation est à $100, il y a au moins $350 qui vous revient. D'accord. Et en dehors des formateurs, nous avons aussi un statut que nous appelons ambassadeur. En fait, le statut ambassadeur, c'est pour tout le monde, que ce soit professionnel ou étudiant, là où vous êtes dans votre ville. Vous pouvez juste remplir les formulaires et vous devenez ambassadeur de RFS Academia. Ça veut dire que vous avez la possibilité de parler des activités de RFS Academia là où vous êtes. En fait, ceux qui veulent suivre la formation chez RFS Academia. Et en plus de cela, vous avez des avantages. Par exemple, un retour sur le montant payé par le participant. Et puis, si vous avez des projets SIG ou des projets liés à la cartographie, vous avez la possibilité d'avoir accès à tout ce qui est ressources de RFS et pourquoi pas RFS puisse mettre un consultant à votre disposition. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est question de bien parcourir le site web www.rfs-congo.com. Vous avez tout ce qui est là. Et je tiens aussi à informer que nous sommes en train de travailler pour la mise en place d'une application web pour faciliter un peu tout ce qui est activité de formation en distance. Merci beaucoup, mon cher. Et merci quand même pour l'opportunité et l'échange que notre partenaire RFS a offert pour nous. Donc, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à contacter RFS. Comme je l'ai dit, nous aussi on forme. Je pense certainement la semaine prochaine, il y aura une formation que moi je tiendrai au sein du réseau des professionnels de géomaticiens en Afrique, qui est le développement de Python appliqué à la géomatique. Mais je ne suis pas trop formateur, trop axé. Nous avons une équipe aussi c'est pourquoi notre partenariat avec RFS, nous avons notre équipe aussi qui forme le développement sur mesure des applications géomatiques. Donc, vu que je suis aussi le fondateur de Géomadev, c'est une société, j'ai oublié de vous la présenter, qui est beaucoup plus axée sur le développement des solutions géomatiques. Donc, quand on parle de solutions géomatiques, c'est que nous ne sommes pas trop focalisés sur la réalisation simple des projets, mais nous résolvons un projet et nous créons quelque chose à la fin que nous mettons à disposition d'une entité, par exemple. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, cher Marcelin. C'était un grand plaisir de vous avoir. Je sais qu'avec d'autres occupations, ce n'est pas toujours facile. Ces derniers temps, vous avez du mal à participer à nos différentes conférences. Aujourd'hui, c'était un peu exceptionnel, quoi.